Chers professeurs, chers étudiants, les discussions en mathématiques franco-marocaines continuent. Je rappelle qu'elles sont une série de conférences organisées par le laboratoire de recherche analyse numérique et analyse non linéaire, l'AR2A, de la faculté des sciences de Tétouan, Université Abdel Sadi, et le laboratoire analyse, géométrie et application LADA de l'Université Sorbonne Paris-Nord en coordination avec le professeur Benoît Rito. Le professeur Benoît Rito présente ses excuses auprès de tous les professeurs, tous les participants, de ne pas pouvoir assister aujourd'hui aux discussions en mathématiques franco-marocaines en raison des engagements professionnels. Aujourd'hui, c'est la 13e conférence dans cette série de conférences. Elle sera animée par le professeur Roukni Youssef de la faculté Semlelia de Marrakech, Université Kader Hayat, sous le thème Noyau de transition et processus de Markov, construction canonique. Le professeur Roukni Youssef a un CV très riche, très remarquable. Il est enseignant-chercheur à la faculté des sciences Semlelia à l'université Kader Hayat. Il est aussi professeur affilié à l'université polytechnique Mohamed VI. Il a obtenu son doctorat à l'université Marie Curie en 1987. Il a obtenu son doctorat d'État en probabilité et processus stochastique en 1990. Il a été nommé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI d'être membre résident à l'Académie Hassan II des sciences et technologies. Il est président du jury du concours d'agrégation en mathématiques. Il a été directeur de l'École nationale des sciences appliquées de Marrakech de 2013 à 2016. Il s'intéresse à plusieurs domaines de recherche dont les probabilités, les processus stochastiques, les solutions de viscosité, des équations aux dérivées partielles, et il s'intéresse spécialement aux applications dans le domaine des finances. Le professeur Roukni Youssef a assumé plusieurs responsabilités comme la direction des écoles doctorales, des UFR, des laboratoires de recherche. Il est aussi expert en CNA, Commission nationale d'accréditation et d'évaluation. Le professeur Roukni Youssef a assuré plusieurs séminaires et conférences et a encadré plusieurs doctorants de différentes nationalités. Il a été aussi professeur invité en plus de 50 universités internationales. Et le professeur Roukni Youssef est un chercheur en mathématiques de gros calibre. Il a plus de 150 publications dans des journaux indexés. Félicitations, professeur Roukni Youssef. À vous la parole. Merci beaucoup, Marc Lovik. Je suis vraiment très honoré de faire partie de ces thématiques franco-marocaines et je tiens à vous féliciter votre laboratoire pour cette initiative. Et vraiment, c'est un privilège d'être parmi vous. Et je vais intervenir, d'accord, j'étais à Tétouan il y a quelques années, quand il y avait la première conférence hispano-marocaine avec le professeur Zouazoua, c'était organisé par Saïd, je crois, le collègue Mohamed Saïd. Et c'était vraiment un privilège d'être parmi vous. Et c'est un honneur de donner cette conférence sur des choses basiques, d'accord. Les slides, d'accord. À part envoyer les courriers, les slides, tout ça, c'est les collaborateurs qui font ça. Mais j'ai dit, on va revenir quand même à l'ancienne, puisqu'on dispose d'un tableau, on dispose de quelque chose. Donc, pourquoi pas ne pas écrire sur une tablette. Voilà, donc en fait, je vais parler des noyaux de transition. En fait, je vais parler des choses que vous connaissez tous en probabilité. C'est plutôt des choses de fondement, d'accord. C'est pas des choses d'application, mais plutôt des choses d'existence. Alors, c'est bon maintenant. Vous voyez, la tablette est. Oui, très bien. Très bien. Voilà, donc comme cette discussion, ça correspond bien à mon sujet, c'est la discussion mathématique. J'aimerais bien un peu évoquer, comme Madame Harry m'a demandé de faire ça, je dis quelque chose qui va intéresser nos amis probabilistes ou bien ceux qui font mathématiques fondamentales ou bien probabilité fondamentale, etc. Parce qu'en fait, voilà la chose que je voulais dire tout simplement. Regardez, prenez par exemple, vous dites par exemple, soit la chose, quand on a fait tous les probas, on dit soit xn, une suite id.
ensuite IID. D'accord? Indépendante, d'accord? Pour qu'ils ne soient pas probabilistes, c'est indépendante, d'accord? Et de même loi, hein? Et identiquement distribuée. Et identiquement distribuée. Alors, la question qui se pose, là, on a fait, quand on fait des échantillonnages, quand on fait des statistiques, loi force des grands nombres, référence centrale limite, on dit soit XN et ensuite IID. Bon, défini sur un espace de probabilité oméga FP. Voilà, donc un ensemble imprévu des mesures de probabilité. Donc la question qui se pose, d'accord, d'accord, existe-t-il ces variables aléatoires? Voilà, donc en fait, je vais répondre à cette question-là. Exactement, je vais répondre à cette question-là. Voilà. Parce que nous, d'accord, on peut croire, d'accord, on peut croire, mais on peut démontrer quand on peut démontrer. C'est mieux que démontrer quand on peut démontrer, c'est beaucoup mieux que croire, d'accord. Soit XN et ensuite IID. Bon, mais définition oméga FP, il suffit qu'un étudiant lève son doigt et dit, monsieur, est-ce que ces variables existent? Donc là, il y a une façon de montrer l'existence, c'est le théorème de consistance de Kolmogorov qui dit effectivement ces variables existent. Il y a une façon de les construire, ce qu'on appelle les constructions canoniques. Alors pour cela, donc je vais d'abord, tout ça en fait, c'est introduction à. Alors je vais mettre de nouvelles pages, alors comment faire pour passer? Voilà. Donc en fait, l'idée est la suivante. Donc je vais parler d'abord. Donc c'est pour répondre à ces choses-là, d'accord? C'est pour répondre à ces choses-là que je vais introduire ce qu'on appelle les noyaux de transition. Alors, on va considérer deux espaces. On va considérer E avec un espace mesurable. Et on va considérer un deuxième espace mesurable. Voilà. D'accord. Donc, E avec une tribu et F avec une autre tribu. D'accord. Et je vais considérer une application P. C'est une application qui est définie sur E croix F. Pardon. Il est défini sur E croix F. Le F, c'est pas celui-là. Excusez-moi, c'est le F comme ça. Tribu. Donc à X et grand A, je vais associer P, X, A. Vous voyez, donc c'est une application qui définit sur un espace croix et tribu. Le premier espace croix la tribu du deuxième espace. Donc, je vais essayer d'effacer ça parce que c'est très important. Voilà, donc on va être comme ça. F croix F. E croix F. Vous voyez, c'est E, c'est celui-là. Croix, celui-là. Donc, à un élément, je vais associer quelque chose qui appartient à l'intervalle 0,1 et qui vérifie les choses suivantes. Alors, l'application, quel que soit A fixé dans F, l'application qui a X associé P de X et de A est E mesurable. D'accord? Et quel que soit X fixé, d'accord? L'application qui a A associé P et celle-là est une proba. C'est une probabilité. C'est une mesure de probabilité. Donc, vous voyez, on impose à cette application, c'est une application, si vous voulez, c'est une famille de probabilités. C'est une famille de probabilités indexée par X de façon mesurable. Donc, je vais. Alors, voilà, donc l'application, si vous voulez, X, A, je vais associer P de X et de A et appelé noyau. Donc, c'est une application qui est mesurable par rapport à X. X, c'est une probabilité par rapport à A. Donc, finalement, c'est quoi? C'est une famille mesurable de mesures. Famille mesurable de mesures. De mesures de probabilité. Voilà. C'est une famille mesurable. Et donc, ça est appelé un noyau. Donc, c'est ça ce que j'appelle un noyau. C'est une famille mesurable de probabilité. Donc, je vais faire comme ça. Voilà. Bon, alors, la question qui se pose, d'accord? Existe-t-il un noyau? Donc, question, c'est
Déjà, est-ce qu'un noyau existe? Donc, la question qui se pose, c'est que est-ce qu'un noyau existe? Parce que ce n'est pas évident, parce que, regardez, vous avez besoin que ce soit une probabilité par rapport au deuxième argument, et vous avez besoin qu'il soit mesurable par rapport au premier argument. Et donc, c'est trop demandé par rapport à nos espaces. Voilà, donc c'est trop demandé par rapport à nos espaces, ils sont un peu. D'accord, donc si je considère mon théorème, si vous voulez, d'accord, c'est Girina, c'est le théorème de Girina, très très ancien, 1965. Il dit que si E est un espace polonais, si E est polyspace, et c'est un espace polonais, alors de tels noyaux existent. Donc en fait, il faut un peu de régularité pour l'existence des noyaux de probabilité, des noyaux de transition. Si le E est, alors un espace polonais, c'est tout simplement E, il dit polyspace, ça veut dire qu'il est séparable, toujours la séparabilité en théorie de la mesure, séparable, donc il a diminué partie du nombre dense, et d'accord, et maîtrisable et complet pour cette métrique. Et complet pour cette métrique. Donc c'est un espace maîtrisable, complet et séparable. C'est vraiment tous les arguments, ils sont d'accord et complet pour d'accord. Donc il faut qu'il soit voilà, séparable, maîtrisable et complet pour cette métrique. Donc si on a ça en fait, alors on peut construire le noyau de transition existe. Vous imaginez, c'est quelque chose vraiment de. En particulier quand on a un espace borélien qui est homéomorphe par une application bimesurable, un borel, d'accord, un ensemble borélien de R, alors c'est un espace polonais, d'accord. En particulier, d'accord, en particulier, si l'espace E est borélien et de Borel. Voilà, et de Borel. Ça veut dire en fait qu'il est homéomorphe à un borélien de R, d'accord, avec phi et phi moins 1 mesurable. Donc il existe phi et phi moins 1 mesurable, une bisection mesurable et bimesurable, c'est que E égale à phi de P, avec B borélien de R. L'attribut engendré par les ouverts de R. Donc si on a, alors il est d'accord. Alors avec ça, on peut construire. Donc si on a des choses comme ça, alors on peut construire si on a des choses comme ça, on peut construire un noyau de transition de ah voilà, bon. Voilà. Donc après les noyaux de transition, je vais parler maintenant de. Donc, les noyaux de transition, ils sont vraiment très très utiles. Et je vais parler maintenant de famille de noyaux de Markov, d'accord, de transition. Donc en fait, je vais parler PT, donc je considère PT. Ah, c'est quoi ça? Attendez, excusez-moi. Je vais considérer une famille P indice T avec T positif, une famille de noyaux de transition. Donc il y a un paramètre de plus, il y a un paramètre de plus, donc il y a XA, TXA, je vais associer PTXA. Donc en fait, c'est une famille de noyaux de transition. Et souvent, je vais supposer qu'il est mesurable par rapport à TX. Hein. Donc mesurable, je vais faire l'hypothèse qu'il est mesurable par rapport à TX. À fixer, pour A fixer. Alors, on dit que c'est un noyau de transition, c'est un noyau de Markov. Donc, PT est dit noyau de Markov. Si on a PT plus S, je vais écrire comment PT plus S égale à PT en PS. Autrement dit, je vais calculer, ça c'est équivalent à dire que PT plus S de Xi de A, c'est quoi? C'est PT, d'accord, de, d'accord,
PT de X et de PS. La fonction PS, voilà, la fonction PS de A. Je vais dire ce que c'est que PS de A. Je vais dire ce que c'est que PS de A, voilà, avec PS de A. D'accord? Égale. Je vais. Alors, PS de A, c'est quoi PS de A? PS de A, c'est tout simplement la PS de A de Y. Alors, PS de A de Y, c'est l'intégrale sur A. Alors, je ne vais pas vous embrouiller avec les notations. Voilà. Là, on va le laisser comme ça, mais bon, je reviendrai là-dessus. D'accord. C'est PT, on dit c'est un semi-groupe, si vous voulez. Donc, en termes de, c'est un semi-groupe. Donc, une transition. Voilà, c'est peut-être mieux dit comme ça et moins lourd que ce que je voulais dire. D'accord. Donc, si on a ça, donc la question qui se pose, donc, d'abord, je vais dire ce que c'est qu'un processus de Markov. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Qu'est-ce qu'on appelle processus de Markov? Alors, en processus XT est dit de Markov, si il existe un PT, voilà, comme ça, une famille, d'accord, avec T positif, semi-groupe, d'accord, qui vérifie donc PT plus S égale à PT rond PS, qu'on appelle, ça aussi ça s'appelle l'équation de Chapman-Kolmogorov, pour les gens qui font des pouvoirs, de telle façon que l'espérance conditionnelle de f de x t plus, voilà, on va mettre ici f de x plus t plus s, sachant l'attribut fs égale à pt de f pris au point xs. Voilà. Donc c'est ça ce qu'on appelle la procédure de Markov. On dit qu'un processus x vérifie la procédure de Markov. Lorsque cette chose-là est vérifiée, ça veut dire que l'espérance conditionnelle de f de x t plus s par rapport à fs égale à ptf appliqué à xs. Alors vous allez me dire, c'est quoi ptf? Alors ptf, c'est tout simplement l'intégrale. ptf, voilà, ptf au point x. C'est quoi ça? C'est l'intégrale de la mesure pt x dy f de y. Parce que c'est une mesure. Donc c'est ça avec cette notation-là. C'est l'intégrale de ptx. Vous vous rappelez, ça c'est une mesure par rapport au deuxième argument. Par rapport au deuxième argument, c'est une mesure. Et donc ptf, c'est exactement la notation. On note mu de f. La notation, c'est l'intégrale de f de x, mu de x. C'est cette notation-là que j'ai fait pour les semi-groupes, pour les transitions. Donc mu de f, avec cette notation-là, c'est l'intégrale de f de x, mu de x. Donc en fait, c'est sur e maintenant. D'accord. C'est cette chose-là. Très bien. Donc avec ça, donc, on a l'espérance conditionnelle. Hein, l'espérance pour une fonction positive ou bien bornée, pour que l'intégrale a un sens. Un processus étudié de Markov, lorsque fs par rapport à fs, ça c'est tout simplement pt de f au point xs. Vous voyez, c'est ça cette notation. Et donc vous voyez qu'un processus de Markov, en fait, fs c'est quoi? C'est l'historique jusqu'à l'instant s. D'accord? Ce fs, vous pouvez le voir, ce fs-là, vous pouvez le voir comme la plus petite tribu engendrée par xu avec u inférieur ou égal à s. Donc, ça veut dire que c'est l'historique. Ça veut dire finalement, pour décrire le futur après S, ça c'est le futur après S. Donc le futur après S, il est corrélé au passé avant S par la donnée terminale, par XS. Ça veut dire en fait la procédure de Markov, comme l'échelle de Markov. Le futur, d'accord, le futur et le passé, d'accord, sont indépendants conditionnellement au présent. D'accord. Ça peut se dire aussi comme ça. C'est-à-dire, en fait, si je vais projeter le futur qui est f de x s plus t, je vais estimer. Ça, c'est une projection, ça. Donc, parce que f est bornée, donc c'est une espérance conditionnelle. Donc, c'est une projection pour L2. Si je vais estimer l'espérance de f de x t plus s, connaissant le passé jusqu'à s, xu avec u inférieur ou égal à s, alors,
Alors, en fait, ça, c'est PTF appliqué à XS. Ça veut dire quelque chose qui ne dépend que de XS. C'est ça ce qui est important. Il ne dépend que de XS. Donc, maintenant, la question et loi de X0, P indice X0, ça s'appelle la loi mu. D'accord? C'est la loi initiale du processus. Donc, du processus X. Donc, la question, c'est que, voilà la question. Étant donné, voilà, c'est très important, c'est l'objectif de mon exposé, étant donné un noyau de transition, une famille PT, d'accord, de noyaux de transition, comme ça, et une mesure initiale, une mesure mu sur E, voilà, donc je me donne un couple qui est mu et PT, la famille PT avec T supérieur ou à 0, d'accord. Est-ce qu'il existe un processus de Markov associé à ça? On peut le prendre inverse. Existe-t-il? Voilà. Voilà, la question, c'est ça. Voilà, existe-t-il un processus de Markov xt tel que, tel que la loi de x0 est mu et pt est la fonction de transition. Vous voyez, maintenant, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche x. Donc, en fait, maintenant, c'est ça. On cherche à construire un xt et on cherche aussi à construire un espace de probabilité. Voilà, en fait, c'est ça. Hein. On cherche à construire xt, ça veut dire qu'on cherche à construire un espace de probabilité tel que, d'accord, espérance de f de xt plus s, sachant fs égale à ptf appliqué à xs, et p indice x0 égale à mu. Voilà, en fait, on veut résoudre cette équation. Alors, en quelque sorte, on veut résoudre cette équation. Voilà. Le problème est là. Pardon. Voilà. Le problème est là. Donc, je me donne quelque chose qui n'a rien avec les proies. Je me donne donc une mesure et je me donne un noyau de transition. Donc, c'est une famille d'applications mesurables. D'accord? PT, XA, etc. Donc, il n'y a rien avec les proies. Et je cherche à construire un processus X. Ça veut dire construire un espace. Donc, il faut construire E, F, P et XT. De telle façon que espérance de f de xt plus s par rapport à f s égale à ptf appliqué à x, s et px0 égale à mu. Donc c'est ça le défi en quelque sorte qui a été qui a été résolu par Kolmogorov. Ça s'appelle le théorème, ça s'appelle la limite projective de Kolmogorov, ça s'appelle le théorème de Kolmogorov, de consistance de Kolmogorov. Donc en fait, avec ce processus, si vous avez ça, ça veut dire parler de processus ou parler d'accord, de PT, nu, etc. C'est la même chose. Donc en fait, là, on n'a pas. Au début, je vous ai dit que, en fait, c'est lié à ce qu'on avait écrit. C'est lié à ce que est-ce qu'il existe une suite de valeurs indépendantes. C'est la même chose. Là, si vous prenez E égale à grand N, si vous prenez petit t égale à petit n, en fait, là, ça revient à chercher, ça revient à faire les chaînes de Markov, ce qu'on appelle les chaînes de Markov. Je pense pour les étudiants, d'accord. Voilà, là, voilà. Étant donné, voilà, question, pour ceux qui les étudiants maîtrisent, voilà, étant donné une matrice stochastique, vous savez, c'est une matrice avec P et J, avec, ça veut dire les P et J sont positifs, quand supérieur ou égal à 0, et somme sur J appartenant, disons, à N, allez, à N de P et J égale à 1, et mu, une mesure de proba sur N, existe-t-il, voilà la question, existe-t-il Xn, suite de variables aléatoires, qui soit une chaîne de Markov de caractéristiques, voilà, de caractéristiques
la matrice P, si j'appelle ça P, la matrice P est mu. C'est le même problème. Je dis le problème ici indexé par R+, mais en fait, c'est le même problème. Étant donné. Donc, si vous voulez, bon, des discussions, c'est des choses qu'on ne se pose pas quand on est des enfants. On dit, le prof, il vient, il dit, voilà, soit XL est l'échelle de Markov. D'accord, je viens de le croire. Mais si je peux démontrer qu'il est soit XL est l'échelle de Markov, de matrice stochastique, PIJ, de loi initiale, loi de X0 égale à 1000. Ben, j'aurais bien aimé dire au prof, oui, mais peut-on construire de telles chaînes de Markov comme ça? Peut-on construire ces suites de variables aléatoires XN telles que espérance de, voilà, et que quoi? Et que espérance de f de xn plus m par rapport à fn à fm égale à cette matrice Q, c'est quoi? C'est la matrice, ça s'appelle la matrice P. Donc c'est P à la puissance combien? P à la puissance n, d'accord? De appliqué à la fonction f au point xm. Voilà. Donc en fait, ces questions-là, c'est le théorème de Kolmogorov. Donc ça s'appelle le théorème de la limite projective. Le théorème de la limite projective, ou bien le théorème de consistance. Ou théorème de consistance de Kolmogorov. Voilà, théorème de consistance de Kolmogorov. Donc en fait, ça c'est. Oui, quand on enseigne en maîtrise, même en M1, donc en fait, ces choses-là, nous, on fait des calculs, d'accord? On faisait des calculs. Quand le prof nous dit, d'accord, quand le prof nous dit soit x est l'échelle de Markov, on n'ose pas lui dire est-ce qu'il existe l'échelle de Markov, mais il existe puisqu'il est écrit au tableau. D'accord? Oui, mais maintenant, avec une autre compréhension, on aimerait bien, ça veut dire qu'il y a beaucoup de croyances en fait. On croit le prof. Soit xn l'échelle de Markov, qui vérifie ça, etc., etc. Soit xn est une suite IID, une suite de variables indépendantes identiquement distribuées. Soit xy de variables indépendantes définition oméga. Là, on peut se poser la question quand même. Oui, d'accord. Monsieur, est-ce qu'il existe de variables indépendantes? Monsieur, est-ce qu'il existe une suite de variables IID? Donc, en fait, oui, tout ça, en fait, c'est des théorèmes de construction. Théorèmes de construction qu'il faut voir une fois, d'accord? Comme ça, il faut dire que Kolmogorov, il a résolu le problème. Alors, qu'est-ce qu'il fait Kolmogorov? Je vais vous donner la démonstration de Kolmogorov, de consistance de Kolmogorov. Donc, vous allez construire, on va construire oméga. Ouais, vous vous rappelez, c'était E. Donc, mes chaînes, ils sont, le P, c'était E, à valeur, bon, disons, F. Donc, à X et A, je vais associer P, T, XA. Voilà. D'accord? Donc en fait, il va considérer, je vais considérer soit oméga égale E à la puissance R+. C'est un peu de notation. Ça veut dire les applications de R+ à valeur dans E. C'est des applications, l'espace des applications de R+ à valeur dans E. Toutes les applications de R+ à valeur dans E. D'accord? Voilà, premièrement. Je vais considérer l'attribut F, c'est l'attribut cylindrique. Donc, je vais prendre l'attribut F, c'est l'attribut engendré par F, Ft, d'accord? C'est sigma de XU avec U inférieur ou égal à petit t. Ça veut dire là, la plus petite tribu, d'accord, rendant mesurable, les applications XS. Alors, c'est quoi les applications XS? Quand même, avec XS, XT de oméga égale à oméga de t. Alors, rappelez-vous, le xt, c'est des variables aléatoires qui sont où ça? Ils sont définis sur E. Ils sont définis sur E à la puissance R+, d'accord, à valeur, disons, d'accord, à valeur dans F. Donc, à une fonction oméga ici, ça c'est une fonction, parce que c'est une application de R+, à valeur dans E. Je vais associer xt de oméga. Ben, c'est quoi? C'est juste oméga de t. L'évaluation. Xt de oméga, c'est oméga de t. Hein, donc, c'est l'évaluation. Xt, c'est delta t de oméga. Donc, vous pouvez écrire comme delta t de O égale à delta t de oméga masse de Dirac appliqué au point oméga.
Et bien, le problème, voilà. Donc, j'ai mon oméga. C'est E à la puissance R+. J'ai ma tribu. D'accord? La tribu, c'est F. C'est la tribu engendrée par. C'est la plus petite tribu rendant mesurable toutes les applications XT. D'accord? F. D'accord? Et donc, l'inconnu, je vais chercher une loi de probabilité Q. Donc, en fait, Kolmogorov, c'est ça. Hein. Je vais montrer que il existe une loi de probabilité. Donc, ça, c'est une loi de proba à déterminer. D'accord? Telle que il existe une loi de probabilité Q à déterminer sur E à la puissance R plus avec l'attribut F, telle que, en fait, les applications que j'ai définies XT forment un processus de Markov associé à, PT et mu. Oui, donc c'est vraiment très simple les processus de Markov. XT de oméga égale oméga de T. D'accord? Hein, rappelez-vous, c'est XT de oméga, c'est oméga de T. Parce que oméga est une fonction. Hein, rappelez-vous, oméga, c'est quelque chose qui appartient à notre espace de référence, c'est E à la puissance R+. Sur lequel je mets l'attribut cylindrique. Et donc, xt de oméga, c'est tout simplement, ça c'est l'ensemble de toutes les fonctions de R plus à valeur dans E. D'accord? Les fonctions. Hein? Ça, c'est les fonctions de R plus à valeur dans E. À une fonction de R plus à valeur de E, je vais lui associer xt de oméga, c'est sa valeur à l'instant T. C'est ça mon processus, c'est ça le processus de Markov. Il est déjà construit, c'est celui-là. Avec, donc on a l'espace, le processus et l'attribut. Hein, regardez, là, on a le processus, il est là, voilà, il est là. L'ensemble oméga, il est là, c'est notre oméga. L'attribut, il est là, c'est l'attribut cylindrique. Donc il reste là, peut-on trouver une probabilité Q sur cet espace-là, de telle façon que ces choses-là, là c'est le théorème de Kolmogorov. Voilà, théorème Kolmogorov. Il existe une probabilité unique, sur E à la puissance R+, mu de l'attribut F, tel que les processus XT, d'accord, ce qu'on appelle les processus canoniques, hein, c'est les processus canoniques, hein, on les appelle les processus canoniques, parce que c'est vraiment les plus, les processus canoniques, XT, ben, canonique, ça veut dire XT de oméga égale oméga de T, hein, d'accord, les processus canoniques XT forment soit un processus de Markov associé à PT et nu. Ah, ça, c'est les données de notre problème. Hein. Vous vous rappelez? J'espère que vous vous rappelez les données de notre problème. C'était une famille de probabilité du noyau de transition PT et une loi de probabilité sur 1. Donc, en fait, on a ça, d'accord? Il existe une unique, voilà, c'est ça le théorème fort de Kolmogorov, c'est ça, il existe une unique loi de probabilité de telle façon que le processus x t de oméga égale oméga de t soit un processus de Markov. Donc vous voyez les applications. Donc, si je fais version discrète, plus compréhensible par je prends par exemple E à la puissance grand N, toutes les suites. Je prends l'attribut E transformé elle-même n fois, grand N fois, d'accord. Sur cet espace-là, je veux considérer les applications xi n, d'accord, xi n de oméga. Alors oméga maintenant c'est une suite, hein. Oméga appartient à E à la puissance grand N, plus compréhensible, donc c'est une suite égale à oméga de n. Oméga c'est oméga 0, oméga 1, oméga 2, etc. C'est oméga de n. Donc en fait c'est la projection canonique, d'accord. Alors, étant donné une loi, une mesure de proba sur E, d'accord, et une mesure de proba sur E, et une matrice
Quand je dis matrice, c'est au sens général, c'est-à-dire matrice à entrée infinie, ça s'appelle une matrice stochastique. Il existe une unique loi de probabilité Q sur E à la puissance grand N, menu de s'attribue, on va faire le produit maintenant, d'accord, tel que les applications XN forment une chaîne de Markov, de loi initiale, de loi de Xi0, de loi initiale mu, d'accord, qui était donnée, et tel que la probabilité de si n plus m égale j, si j appartient à f bien sûr, sachant si n plus 1, juste plus 1, ça suffit. D'accord. N plus 1 égale j, sachant xn égale à i, tout ça c'est PIJ, qui était donné à l'avance. Autrement dit, voilà, c'est une construction du chaîne de Markov. Étant donné EJ appartient à E, d'accord, que je travaille sur EJ appartient à E. Donc en fait, vous avez probabilité que xn plus 1 égale à j, sachant xn égale à i, c'est PIJ. C'est ça la donnée de notre problème, c'est ça. Ça, c'est la donnée avec ça. Étant donné PIJ, matrice stochastique, donc les termes sont positifs et le somme égale à 1, donc ils sont tous complets entre 0 et 1, ça c'est une mesure de probabilité sur E. Alors il existe une unique loi de probabilité de telle façon que les processus coordonnés, c'est ce qu'on appelle les processus coordonnés, d'accord, coordinate process, en fait font une chaîne de Markov sur notre espace. Donc, en fait, la démonstration, c'est le célèbre théorème de Kolmogorov. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Et le théorème de Kolmogorov, il vous dit que si vous avez une famille, un théorème de Kolmogorov, en toute généralité, Kolmogorov, il vous dit soit PU, soit PU, une famille de probabilité, de mesures de programme, de probabilité, indexée par les parties finies de R+, partie finie de R+, d'accord. Donc I1, I2, IN, donc en fait PU, c'est une partie finie de R+. Donc par exemple, si vous prenez U égale I1, T1, pardon, T1 jusqu'à Tn, vous avez ici, vous avez une famille, c'est P indice T1 jusqu'à Tn. C'est ce que j'appelle par P de U. D'accord. On se donne une famille de probabilité indexée par les parties finies de R+, d'accord, telle que la restriction, donc je vais prendre si U est inclus dans V, fini aussi, alors vous avez la restriction de P de V, je vais mettre comme ça, P de V, restreinte à U, coïncide avec PU. C'est ça ce qu'on appelle le théorème de consistance, d'accord. Vous avez ça. Si vous avez une famille de probabilités indexées par les parties finies, c'est que P de V restreinte à U, parce que U étant inclus dans V. Autrement dit, vous avez P de A1, A1, A2, A. Les A appartient à U, et les autres vous les complétez par l'espace en entier, donc vous obtenez PU. Donc je vais dire, voilà. Autrement dit, si vous avez par exemple U est inclus dans V, donc, et vous faites la restriction, je pense que, d'accord. Autrement dit, d'accord, vous avez P, c'est A est inclus dans U, d'accord. P, on va identifier celui-là un élément de V en faisant le produit, d'accord. On va identifier celui-là, on va identifier un élément de V en faisant que c'est P et V de A croix l'espace E, E, d'accord. Ici, c'est quoi? C'est cardinal de V moins cardinal de U fois. On complète quoi? D'accord. Alors ça, c'est tout simplement P de U, PU de A. Voilà ce que je veux dire par cette chose-là. Donc en fait, si vous avez PV, parce qu'il faut le compléter pour qu'il appartienne à V, parce que U est inclus dans le V. D'accord. Si vous voulez, je vais identifier un élément de R, comme élément de R2, mais je mets 0x, tout simplement.
Voilà, je vais identifier R par un élément de R2, donc je mettrai 0x, c'est la droite réelle. Donc la même chose ici, si vous avez U est inclus dans V, donc j'ai PV de A, donc celui-là, il appartient à E à la puissance U, et bien je vais compléter par les autres qui restent. D'accord. Je vais écrire c'est PV de A, il faut compléter par ce qui est complété pour atteindre la dimension de V. Par exemple, celui-là, il a K éléments, celui-là, N éléments, ben, il faut les K moins N, il faut le mettre par etc. Donc celui-là égale à PU de A, c'est ça ce qu'on appelle le théorème de consistance. Alors, il existe. Voilà, c'est ça ce qui est important. Donc, je termine le théorème. Hein. Alors, il existe une unique loi de probabilité Q sur E à la puissance R+, telle que la restriction de Q, la restriction de cette loi Q à PU égale PU. Autrement dit, la limite projective, autrement dit, on a une famille consistance de lois de probabilité qui se rencontrent très très bien. Donc on a PU forme une famille de lois de proba qui se recollent très bien en une loi unique Q sur E à la puissance R plus mais ça très bien. C'est ça le théorème de Kolmogorov. Vraiment, c'est extraordinaire comme théorème. Et vous dit que, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lois, en fait, cette loi Q, il est caractérisé par les distributions finidimensionnelles. La loi Q, il est caractérisé par, il a été fabriqué avec des distributions finidimensionnelles. C'est pour cela que vous trouvez dans la théorie des processus, pour connaître la loi d'un processus, il suffit de connaître les distributions finidimensionnelles. Parce que si je connais les distributions finidimensionnelles, je connais l'ordre des processus par le théorème de Kolmogorov. Ça, c'est vraiment quelque chose de mythique, de très bien. La loi Q, qui détermine la loi qu'on cherche, c'est celle-là, d'accord? En fait, il est caractérisé entièrement par les PU. Et les PU, c'est des lois finidimensionnelles. Parce que PU, c'est quoi? C'est une loi sur E à la puissance U. Donc, c'est E croix E croix E croix E, disons, cardinal de U fois. Donc, finalement, pour trouver une loi du processus, à Kolmogorov, il suffit de connaître les distributions finidimensionnelles. C'est pour cela que vous trouvez dans les manuels, c'est des gens qui font la théorie des processus, pour connaître la loi d'un processus, il suffit de connaître une distribution finidimensionnelle. C'est-à-dire qu'il faut connaître une distribution xt1, xt2, xtn. Donc, conclusion, d'accord? Donc, conclusion, pour connaître la loi d'un processus, oui, xt avec t positive, il suffit de connaître les lois des variables aléatoires xu qui est égal à xt1, xt1, xt2, xtn pour tout ti et pour tout n. Donc, et ça, c'est dimension finie, ça, c'est distribution finie. Donc, si je connais xt1, xt2, xtn, quel que soit n, quel que soit t1, t2, tn, donc j'ai les PU, automatiquement, ils sont consistants par écriture. Donc, il existe une loi de processus qui est par l'échité de Kolmogorov, c'est la loi de X. C'est vraiment quelque chose de fondamental. Pour connaître la loi d'un processus, vous devez connaître uniquement, il est nécessaire et suffisant de connaître la loi de distribution finidimensionnelle. Donc ça, c'est derrière tout ça, c'est la loi de Kolmogorov, c'est le théorème de Kolmogorov. Parce que si je connais les distributions finidimensionnelles, je vais fabriquer une probabilité P, P indice U, et avec ces probabilités P indice U, je les recolle en une seule, et par l'échelle de Kolmogorov, ça sort la seule PS que la loi de processus X. En fait, voilà, on va construire donc les lois de probabilité. Donc, on va considérer P, on va considérer Q, voilà, on va considérer Q de A1. Et A2. Oui, Q de A1. Alors, on va mettre que
Q2. Alors non, on va mettre comme ça. Mieux comme ça. Donc je vais soit, excusez-moi, d'accord, soit, soit la famille des mesures de proba définie par, alors on va mettre P défini par la chose, défini par P de xt1 appartient à 1 jusqu'à xtn appartient à n. Ça, les AI sont les borréliens de E, d'accord, hein, ce sont les borréliens, donc les AI, ce sont les borréliens, enfin, les mesurables de E, disons, prenons l'espace, voilà, les mesurables de E, ça égale, donc je vais écrire, c'est l'intégrale sur A, alors il est A0, alors, oui, x0 appartient à x0 appartient à 0. Voilà, j'ai oublié. Donc c'est l'intégrale du mu de x0 sur A0 P T1 de x0 de x1 sur A1, donc A0 croix A1. Ensuite, je vais mettre P T2 moins T1 de x1 de x2 sur l'espace A2, donc croix A2, etc., jusqu'à P Tn, Tn moins 1 de xn moins 1 dxn. Voilà. Donc en fait, ça définit. Donc je vais le refaire au gros, avec une page entière. Donc je vais définir P indice, c'est ce que j'ai écrit, hein, xt1, xt2, xtn. Donc on va appeler ça P indice T1, T2, Tn. Allez, P indice T1, Tn, 2, A0, T0, pardon, 0, etc. A0 croix A1, croix AN. Ça, c'est tout simplement l'intégrale du mu de x0 p t1 de x1 d, non, x0, alors, non, x0 de x1 p t2 moins t1 de x1 de x2, etc. Jusqu'au dernier, c'est p indice tn moins tn moins 1 de xtn moins 1, voilà, virgule dxn. Et tout ça, il a été intégré sur A0, croix A1, etc., croix AN. Voilà. Donc en fait, là, je définis une famille de probabilités sur E à la puissance. D'accord. Donc j'ai défini. Donc ça, c'est défini une famille de probas. Donc je définis. Ça, c'est les PT0 et N. Définit une famille de probas sur E à la puissance combien? T0, T1, T2, Tn. Donc voilà, E à la puissance T0, Tn. C'est notre U. Alors cette famille est consistante. Alors cette famille, d'accord, cette famille est consistante. Alors la consistance devient d'où? D'accord, est consistante à cause, d'accord, à cause du théorème de Chapman, à cause de la relation de Chapman-Kolmogorov qui dit que PT plus S égale PT rond PS. C'est ça, d'accord, cette relation-là, si on veut vérifier PT plus S égale à PT rond PS, ben mes familles, en fait, ils vérifient cette propriété-là. C'est ça, à cause de ça. C'est ça vraiment la relation fondamentale sur le subgroupe que je me suis donné au départ, ils vérifient ça. Autrement dit, vous pouvez calculer PT plus S de F au point petit x. Ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de PT plus S x dy f de y. Mais ça, c'est la même chose que pt. Donc, si je mets appliqué à f, d'accord, je mets appliqué à f. Donc, c'est pt de cette fonction-là en x. Alors, on met ça en x. Donc, ça, c'est quoi? C'est tout simplement pt. Donc, c'est l'intégrale de pt de x
dy. Et après, vous avez la fonction, l'autre fonction, c'est ps de f de y. Et ça, c'est tout simplement l'intégrale. Je peux remplacer donc, directement. PS de f de y, c'est quoi? C'est py. Voilà. Je vais effacer ça. Je vais pour. Voilà. Donc c'est p. Alors, je vais mettre comme ça. dy. Et après, je vais mettre ps de y de z de z. Voilà. Ce qu'on appelle la relation de Chapman-Kolmogorov. Autrement dit, si vous avez cette chose-là, est égal à cette chose-là. Hein. Et ça, en fait, c'est équivalent à la produit semi-groupe, si vous voulez. Donc, l'intégrale de pt plus s de x dy f de y égale l'intégrale de pt x dy ps y de z f de z. D'accord. Pour n'importe quelle fonction positive ou rien borné. Positive. Donc, en fait, si vous avez. C'est la chose qu'on a dans la supposée. Donc, on s'est donné un semi-groupe, d'accord, un noyau de transition. Pour la propriété pt plus s égale à pt rond ps qui est équivalente à ça. Avec cette relation-là, vous l'appliquez, vous avez le théorème de consistance qui est vérifié par ce que je viens de faire. D'accord. Alors, ces choses-là, ils vérifient le théorème de consistance. C'est-à-dire, si vous faites la restriction, si vous prenez t0, t1, tn, vous le rajoutez tn plus 1 par exemple, faites la restriction de ça à t0, tn, vous avez, donc ça revient intégré par rapport au dernier qui vaut e, et en fait, ça vous donne la consistance. Et donc, par le théorème de Kolmogorov, il vous dit que il existe une unique loi, voilà, je vais écrire comme ça. Théorème de Kolmogorov vous dit qu'il existe une unique loi, Q, loi de proba sur E à la puissance R+, telle que la restriction de Q à PU est égale à PU, quel que soit U fini, inclus dans E à la puissance, voilà, quel que soit U fini, inclus dans E, etc. Voilà. Donc en fait, c'est ça. Et bien sûr, maintenant, puisque la propriété de. On peut vérifier maintenant que le processus X est un processus de Markov, parce que c'est une propriété, la propriété de Markov, en fait, c'est une propriété finidimensionnelle. Alors, si vous vous rappelez, c'était espérance. On veut vérifier que espérance de f de x t plus s par rapport à fs est égal à pt de f appliqué à xs. C'est ça ce qu'il faut vérifier, c'est la propriété de Markov. Et ça, c'est une propriété, vous voulez faire intervenir S, d'accord? Il fait intervenir S, il fait intervenir xt plus S, donc il faut intervenir un nombre fini. Donc, en fait, il suffit de faire pour un nombre fini de composantes. Et là, on utilise tout simplement cette relation-là. Vraiment, le gros théorème, il est là. C'est le théorème de Kolmogorov qui dit que sur l'espace canonique E à la puissance R+, je peux construire une loi de probabilité unique de façon que la restriction de distribution finidimensionnelle, c'est ce qu'on a construit. Et justement là, vous allez voir comment il a été fabriqué cette. Voilà. Comment j'ai fabriqué ça? Ben, c'est la propriété de Markov répétitive. D'accord. Ça, c'est pas venu du ciel, d'accord. En fait, cette propriété-là, en fait, c'est construite à partir de. Ça, c'est construit à partir de Markov. La probabilité que x t0, t1, t2, tn. Voilà, c'était ça. C'était la deuxième. Voilà, elle est là. Exactement. Ça, c'est la probabilité de Markov que j'ai réitérée. Donc, j'ai fait des réitérations sur la probabilité de Markov pour avoir cette formule. D'accord. Et donc, ça veut dire que quand je vais vérifier la probabilité de Markov, il suffit de vérifier juste les distributions finidimensionnelles. Donc, je peux remplacer mon P par PU. Et PU, justement, c'est la construction. On a fait ce qu'il faut. Hein. Donc, la construction, vraiment, il est consistante. On est parti de ce qu'il faut faire. Et ça donne donc, d'accord, ça donne cette écriture-là. Et donc, ça sert pour cette propriété-là, c'est la consistance pour dire, voilà, il existe une unique loi de probabilité sur l'espace canonique E à la puissance R+, mais les attributs cylindriques, de telle façon que donc, la probabilité de Markov, c'est la conséquence de ça. D'accord. Alors maintenant, je voudrais une petite application. Donc, là, je vais. D'accord. Alors, une petite application, d'accord. On va prendre PTF de x égale l'intégrale sur R de f de x plus y
exponentielle moins y au carré sur 2t racine de pi t dy. Je considère ce noyau, le noyau de Gauss, d'accord? Donc PTF, je vais écrire proprement ici, c'est l'intégrale sur R ou sur RD, donc plus simple, f de x plus y, multiplié par 1 sur racine de pi t, exponentielle, moins y carré sur 2t dy. Ça, c'est un semi-groupe de transition. Donc, on peut vérifier que pt plus s égale pt rond. On peut vérifier que pt plus s égale à pt rond ps. D'accord? Donc, c'est un semi-groupe de transition. Et voilà, c'est un semi-groupe de transition. Et le noyau associé, alors, donc j'ai atteint la. On va rajouter une page. Alors, le processus, voilà. Le processus, comme ça. Le processus xt associé à ce pt, hein, d'accord, et de loi initiale, delta 0, moi je dirais qu'au point 0, c'est-à-dire le processus, d'accord, cette probabilité, d'accord, s'appelle le pré-mouvement brownien. Le pré-mouvement brownien. D'accord. Donc le processus associé à un semi-groupe transitionnant et à chaleur, en fait, s'appelle le. Alors, pourquoi je dis pré? Parce qu'il faut. En réalité, ce n'est pas vraiment le mouvement brownien, c'est le pré-mouvement brownien parce que on a besoin d'une régularité. Il faut encore refaire un deuxième théorème de Kolmogorov. Je vais vous dire pourquoi. Pour dire que, parce que le mouvement brownien, il est continu. Et le processus qu'on construit de cette manière-là, les XT, regardez, les applications XT, qui étaient de E à la puissance R plus, à valeur, je ne sais pas où, d'accord, disons, R par exemple, qui a oméga, je vais associer XT de oméga, qui était oméga de T, l'évaluation. F ici, je crois que c'était F. Donc en fait, on n'a aucune régularité sur. Ah, là, donc en fait, la question qui se pose, c'est on n'a aucune régularité sur. Voilà. En fait, le théorème de Kolmogorov, ne permet pas, ne permet pas, ne permet pas d'avoir la régularité de l'application qui a T associé XT. Voilà. En fait, le théorème de Kolmogorov ne permet pas d'avoir la régularité que l'application T associée XT. Est-ce qu'il est continu? Est-ce qu'il est quadraque? Est-ce qu'il est d'accord? Le théorème de Kolmogorov, en fait, ne permet pas, ce théorème de Kolmogorov ne permet pas d'avoir la régularité sur XT. Et donc, en fait, le processus qu'on trouve, c'est le pré-mouvement brownien parce qu'il faut choisir ce qu'on appelle une version. C'est la théorie générale des processus. Il faut choisir une version de ce processus qui soit continue. Et une version continue, c'est ça ce qui s'appelle le mouvement brownien. Donc, il faut un peu d'accord, enfin, un peu plus de travail pour avoir le mouvement brownien. Mais ce qu'on obtient maintenant, c'est le pré-mouvement brownien. Donc, en fait, et c'est pour cela d'ailleurs que Kolmogorov a créé le deuxième théorème de Kolmogorov, qui s'appelle le théorème de Kolmogorov-Sintsov. Comment trouver les versions continues de la trajectoire s'il en existe. Le théorème de. Tout le monde a vu ça quand on fait le théorème de Sintsov-Kolmogorov. Pour le moment, je vais juste parler de ça. Alors maintenant, un deuxième exemple. Je vais considérer QTF appliqué à x égale à sigma, d'accord, de f de x plus k, d'accord, fois lambda t à la puissance k, exponentielle moins lambda t sur k factoriel. De k égale à 0 jusqu'à l'infini. Voilà. Ça aussi, c'est un semi-groupe. Ça aussi, c'est un noyau de QT. C'est un noyau de transition. Noyau de transition. D'accord. Il vérifie QT plus S égale à QT
rang QS égale QS rang QT, d'accord? Et voilà, donc en fait, le processus qui est associé, le processus qui lui est associé, voilà le processus NT qui lui est associé, s'appelle le processus de Poisson de paramètres lambda. Voilà. Le processus qui est associé s'appelle le processus de Poisson de paramètres lambda. Donc vous voyez, il y a vraiment une panoplie, d'accord. Maintenant, on peut dire que, voilà, quand on vous dit soit processus de Poisson, soit B le mouvement brownien, etc., là, on est tranquille, on sait que ça existe par ce théorème de Kolmogorov, donc on fait ça existe, on va pas, d'accord. On ne va pas à chaque fois dire, voilà, il y a une façon, en fait, il y a une façon de faire, c'est de faire ces constructions canoniques, c'est de E à la puissance R+, E à la puissance N, etc., pour avoir d'accord, le bon espace. Et donc, le processus de Poisson existe. Les variables indépendantes, donc je vais encore dire un petit mot sur ce que j'avais évoqué au départ, au début. Voilà. Au début, donc en fait, je reviens sur, d'accord, existence de variables aléatoires IID, d'accord, même loi, de loi mi. Donc en fait, voilà, c'est toujours la même histoire, c'est toujours Kolmogorov qui vous dit, voilà, nous, quand on faisait des cours de 3e année ou de 4e année, on balance aux étudiants, soit XN et une loi de variable aléatoire IID, d'accord, indépendantes, identiquement distribuées de loi mu, mais on spécifie la loi mu, qui sont divisées sur oméga FP. Mais oméga FP ne peut pas supporter tout ça. C'est très gros tout ça, vous demandez trop. Et justement, donc le problème d'existence de variables aléatoires indépendantes et de même loi se pose. Est-ce qu'il existe un espace de probabilité? Est-ce qu'il existe un espace de probabilité qui permet de supporter tout ça? Et bien, le théorème de Kolmogorov, c'est une conséquence du théorème de Kolmogorov. Voilà, je vous livre ça. C'est une conséquence, d'accord? Conséquence du théorème de Kolmogorov. Tout ça est une conséquence. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre soit, donc je vais vous livrer comment on fait. Alors, soit x1, variable aléatoire, d'accord, variable aléatoire, disons sur R. Allez, on va prendre le cas simple, réel, d'accord, de loi mu. D'accord, ça veut dire P indice x1. Donc, on a donc un espace de probabilité R, BR, etc. Donc, P indice x1 égale à mu. D'accord, très bien. Et donc, cette variable x1, il est défini sur quoi? Il est défini sur oméga, F, P, disons, à valeur, donc R, BR. Alors, on va prendre le plus simple. De telle façon que P indice x1 égale à mu. C'est la loi image. P indice x1, c'est mu. Bon, si je veux construire x2, je veux construire x2, hein, le problème c'est construire x2 de même loi que x1 et indépendant de x1. Ben, c'est pas du tout évident. Hein. C'est pas du tout évident de construire x2 sur le même espace de probabilité et qu'il soit indépendant de x1 et de même loi que x1. Déjà, avec 2, ce n'est pas évident. x1 et x2 indépendants de même loi, ce n'est pas du tout évident de les construire sur un même espace parce que l'espace de probabilité peut être trop petit. Alors, vous voulez une suite de valeurs indépendantes et de même loi et ils sont infinis. Ben, il n'y a que Kolmogorov qui peut donner des choses comme ça. Essayons avec x1 et x2. C'est un exercice pour les étudiants. Essayons avec x1 et x2. U et V, des vecteurs indépendants, U et V de vecteurs indépendants sur non nul sur R. Ben, je suis en train de dire n'importe quoi parce que des vecteurs indépendants sur R, ça n'existe pas.
qui est dimension 1, ben, tous les vecteurs, ils sont également gravés, quoi. Donc, tous les vecteurs, ils sont. On peut pas. Cette question-là n'a pas de réponse. La réponse est négative. On ne peut pas construire sur R de vecteurs indépendants. Donc, en fait, c'est. D'accord. Donc, on fait deux. Maintenant, le mot indépendant d'algèbre, je vais le remplacer par indépendant de papa. Deux variables indépendantes sur oméga. Oméga, c'est R, par exemple. Ben, il est trop petit pour supporter deux variables indépendantes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va faire la même chose. Donc, pour avoir deux vecteurs, on fait l'analogie avec l'algèbre. Pour avoir deux vecteurs indépendants, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut une dimension de plus, minimum. Il faut R carré. Comme ça, vous avez le I, vous avez le J, donc ils sont indépendants. Donc, on va faire la même chose pour les variables aléatoires. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre oméga, on va prendre x bar 1 sur oméga croix oméga, avec f tensoriel f, p tensoriel p. Donc, tout ça, voilà. Je vais considérer x bar, qui est défini de la manière suivante. Je vais mettre x bar 1 de oméga égale à x1 de oméga. Pardon, oméga prime. Attention, parce qu'ici, vous avez, hein, votre oméga ici, c'est quoi? C'est deux composantes. Hein? x1 de oméga 1, oméga 2, c'est tout simplement, je veux dire que c'est x1 de oméga 1. Et je vais définir x2 de oméga 1, oméga 2, c'est x2 de oméga 2. x1 de oméga 2. Bon, x1 de oméga 2, carrément. x1 de oméga 2. Voilà, regardez ce que j'ai fait. J'ai x1 bar. Donc, je vais définir x1 bar de la manière suivante. x1 bar et x2 bar. x1 bar et x2 bar de la manière suivante. Je vais définir, c'est x1 de oméga 1, parce que oméga il est là. Et puis oméga 2, il est là. Et donc, x1 bar de oméga 1, oméga 2 égale x1 de oméga 1. x1, 2 de oméga 1, oméga 2 égale x1 de oméga 2. D'accord? Ben, les deux variables sont indépendantes. Ils sont de même loi que x1. Donc, ils sont de même loi. Maintenant, les variables x1 bar, x2 bar, ils sont indépendantes. Pourquoi? Parce que l'une dépend de oméga 1, l'autre dépend de oméga 2. Donc, si vous voulez, l'une dépend de x, l'autre dépend de y. Donc, ils sont indépendantes. D'accord? Donc, les variables x1 bar et x2 bar, ils sont indépendantes. Parce que l'une dépend de oméga 1. C'est facile à voir ça. Et l'autre dépend de oméga 2. x1, x bar 1, il dépend de oméga 1. X bar 2, il dépend de oméga 2. Et ils sont de même loi. Parce qu'ils sont fabriqués, c'est X. Leur loi, c'est loi de X1. Donc voilà deux variables aléatoires indépendantes et de même loi. C'est X1 bar, X2 bar. Donc j'ai construit maintenant, j'ai élargi l'espace oméga qui était trop petit pour supporter deux variables indépendantes et de même loi. Je l'ai élargi en faisant le produit. Et c'est exactement la même chose qu'on fait. On fait R quoi, R quoi, R quoi, R, etc. R à la puissance N. Donc c'est un peu ce qu'on. D'accord. Maintenant, pour trouver trois variables aléatoires indépendantes et de même loi, ben, je n'ai qu'à mettre oméga croix oméga trois fois, F tensoriel F trois fois, P tensoriel P trois fois. J'envoie une sur oméga 1, sur oméga 2. La même variable aléatoire, je l'envoie sur oméga 1, oméga 2, oméga 3. Et donc, de cette manière-là, je construis. Donc, finalement, avec cette manière-là, je peux construire sur un espace de probabilité. Je peux trouver un espace de probabilité qui contient n variables indépendantes. Je n'ai qu'à mettre, voilà, je n'ai qu'à mettre quoi? Je n'ai qu'à mettre oméga à la puissance, d'accord, 1, 2, 3, etc. Donc, oméga à la puissance n. Je fais ici f tensorielle elle-même n fois. Je fais la probabilité tensorielle elle-même n fois aussi. Et donc, je vais considérer x bar k de oméga 1 oméga n égale x1 de oméga k. Voilà mes variables aléatoires. Maintenant, les x bar sont indépendantes de même loi. Les x bar k sont indépendantes et de même loi. Voilà. Donc, en fait, vous voyez, pour trouver un nombre fini de variables aléatoires indépendantes et de même loi, je n'ai qu'à faire cette opération-là n fois. D'accord. Donc, je grossis mon espace de probabilité qui s'appelle oméga à la puissance n. L'attribut, je prends l'attribut produit n fois. La probabilité, je fais la probabilité tensorielle des mesures n fois. Je prends mes variables aléatoires qui sont des projets. Vous voyez, ça vous rappelle quelque chose, ça. X bar, de O, etc. C'est l'évaluation. C'est un peu l'évaluation. Donc, x1 de oméga k. Donc, les variables aléatoires, elles sont indépendantes, d'accord?
ils sont de même loi que X1. Alors maintenant, vous voulez IID. Indépendant IID, ça veut dire une suite infinie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, vous avez envie de mettre ça. Vous avez envie de mettre ça. Vous avez envie de mettre ça. Donc en fait, les variables I, I, D, d'accord, c'est un nombre infini. Donc on va définir oméga à la puissance, l'infini c'est oméga à la puissance, d'accord, la puissance grand N. Donc on va définir sur oméga à la puissance grand N, d'accord. Puis l'attribut, on a un produit de tribu comme ça. Et puis en fait, Kolmogorov. Ça c'est Kolmogorov. C'est Kolmogorov qui va vous donner, et je vais définir mes variables xn de oméga égale à oméga n. C'est la énième projection. La Kolmogorov, il vous dit que sous cette loi Q, construite la Kolmogorov, vous avez les évaluations forme et suite relatoire indépendante, tout simplement. Voilà encore une application du théorème de Kolmogorov. D'accord. Donc en fait, vraiment, c'est quelque chose de très très utile. D'accord. Bien, c'est vrai qu'au niveau de la maîtrise, on ne se pose pas des questions comme ça. C'est-à-dire, on dit que c'est bon, c'est déjà assez lourd pour les étudiants, donc on préfère ne pas les alourdir avec ces choses-là, mais c'est bien de connaître ces choses parce que c'est des théorèmes de construction, ça permet de régler ce problème d'existence à chaque fois si je veux construire un processus, d'accord. Je n'ai qu'à commencer par la distribution finidimensionnelle, d'accord. Et justement le théorème de Kolmogorov, il permet, voilà, je vais faire comme remarque ici pour terminer le théorème de Kolmogorov, d'accord, ne permet pas de donner la régularité de l'application T associée XT. En fait, l'application, la continuité en quelque sorte. Pourquoi? Je vais considérer des choses suivantes. Donc, en effet, je vais vous donner deux processus, soit BT, un mouvement brownien, un mouvement, c'est pas un pré-mouvement brownien, donc un mouvement brownien, donc la trajectoire continue. Par définition, le mouvement brownien, c'est la trajectoire continue. L'application qui a été associée, d'accord, qui a été associée XT, donc l'application qui a été associée BT de oméga est continue, P plus que sûrement. Et je vais considérer B', B' de T égale à B de T plus indicatrice de S égale T. D'accord. Je vais perturber le mouvement brownien BT par un certain B', T qui est défini de la manière suivante. T positif, donc ce processus-là, c'est BT plus indicatrice de S égale à T. Avec S variable aléatoire exponentielle, avec S variable aléatoire à densité, d'accord, à densité. Exemple exponentiel, voilà, exponentiel moins x indicatrice x positif. D'accord. Et bien je dis que en fait B et B' sont deux pré-mouvements browniens, donc ils ont la même loi. Et là, est continue, elle est discontinue. Donc les lois de. Alors d'abord, je vais vous montrer que la loi de BT égale la loi de BT'. Distribution finidimensionnelle de BT et B' sont les mêmes. S'ils ont les mêmes distributions finidimensionnelles, qui sont données par le noyau de Gauss, alors ils ont la même distribution au sens de Kolmogorov, et pourtant l'un est continu, là BT est continu, c'est un mouvement brownien, et celui-là n'est pas continu. Il n'est pas continu parce que ça, c'est pas continu. Donc, voilà les processus. B, T et B', T sont de même loi. C'est la loi de Kolmogorov, sont de même loi, mais B' n'est pas un mouvement brownien. Car ces trajectoires sont continues. Ces trajectoires sont discontinues. Sont toutes discontinues. Voilà, je vais terminer avec ça. D'accord, ces trajectoires sont toutes discontinues. Alors pourquoi ça?
Voilà. Alors, d'abord, pourquoi ils ont. D'abord, je vais voir que la probabilité que B. C'est quoi la probabilité que BT1, les distributions finidimensionnelles. Donc, on va mettre BT1, etc., BTN soit égal, d'accord, à les lois de BT1, BT2, BTN soit égales à la probabilité que B'T1, B'Tn, d'accord, ça égale à, d'accord, la probabilité que ça égale à 1. Donc, je vais mettre comme ça. D'accord. Je vais mettre comme ça, c'est peut-être plus. Je vais voir qu'ils ont les mêmes distributions finidimensionnelles. Donc, je vais écrire la probabilité que Bt1 égale à B'T1, Btn égale à B'Tn égale à 1. Ils ont les mêmes, ça veut dire que le vecteur Bt1, Bt2, Btn, c'est le même vecteur B'T1, T2, Tn. D'accord. Le vecteur aléatoire Bt1 jusqu'à Btn est égal, P plus Q suivant, au vecteur B'T1 jusqu'à B'Tn. D'accord. Quel que soit T1, T2, Tn, et quel que soit n. Ça veut dire que le vecteur, c'est le même, et donc les lois finidimensionnelles sont les mêmes, donc en fait, ils ont les mêmes lois de Kolmogorov. Donc, B et B' ont même loi de Kolmogorov. C'est-à-dire, il est donné par la densité 1 sur racine de pt exponentielle moins x carré sur 2t fois dt. D'accord. Et pourtant, d'accord. Donc, je vais vous montrer tout simplement cette chose-là. Pourquoi il est égal à 1? Et bien parce que tout simplement, si vous faites le complémentaire, je crois que c'est pas trop dur. On va effacer ça et faire le complémentaire. D'accord. Faire le complémentaire. Si vous faites le complémentaire de ça, voilà. La probabilité le complémentaire de cette intersection, c'est la réunion. C'est BTI égale B'TI différent. Voilà. Le complémentaire de ça, là où ils sont différents, c'est I égale à 1 jusqu'à n. Par sous-additivité, ça c'est plus petit que la somme des probabilités de BTI différent de B'TI. Alors, BTI différent de B'TI, ça veut dire quoi? Là, ça veut dire tout simplement que S égale TI. C'est la somme. Pour que, il y a juste une indication pour que celui-là soit différent de celui-là, ça veut dire que le S, l'indicatif doit être égal à 1. Sinon, c'est égal à 0, ils sont les mêmes. Donc, c'est la probabilité pour que S soit égal à TI. Oui, mais si tu S égale à TI, si tu le diffuses, donc la probabilité d'un singleton égale à 0. Donc, tout ça égale à 0. Parce que j'ai dit, je prends S de loi exponentielle. De loi exponentielle. La probabilité qu'il soit égal à 1, vous avez une loi diffuse, donc il a une densité par exemple, vous trouvez que ça, c'est la probabilité que S égale T égale à 0. Donc celui-là égale à 0, donc la probabilité. Et celui-là, c'est quoi? Celui-là, c'est l'intersection du premier. Ça veut dire le premier, celui d'avant, il a de probabilité égale à 1. Voilà. Ça veut dire que celui-là égale à 1. Parce que j'ai pris son complémentaire. J'ai pris son complémentaire. Le complémentaire de celui-là, c'est quoi? La probabilité de son complémentaire, c'est la probabilité de la réunion des BTI différents des B'TI. C'est ce que je viens de faire. Et ça, on a trouvé égal à 0. Donc la probabilité est égale à 1. Donc ils sont de même loi. D'accord. Les BTI sont de même loi. Donc Kolmogorov, il va donner la même distribution Q sur l'espace E à la puissance R+. Et pourtant, là est un mot. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont la même distribution de Kolmogorov. Ils induisent la même distribution de Kolmogorov. Et là, il continue, l'autre discontinue. Ça veut dire que Kolmogorov, jusqu'à ça, en fait, le terrain de Kolmogorov qu'on a construit ne permet pas d'avoir la régularité de la trajectoire. Voilà, parce qu'on a une trajectoire qui est continue, on a une trajectoire qui est discontinue, ils ont la même distribution de Kolmogorov. Conclusion, le théorème de Kolmogorov ne permet pas. Ce théorème, c'est pas le théorème, c'est pas Kolmogorov-Sintsov, ne permet pas d'avoir la régularité de trajectoire du processus canonique. Voilà.
ça. Donc, en fait, et du coup, Kolmogorov a fait, donc, du coup, Kolmogorov a établi un deuxième théorème. C'est ce qu'on appelle le théorème de Kolmogorov-Sintsov, qui dit que pour trouver, qui donne un critère suffisant pour avoir les trajectoires continues. Enfin, les trajectoires qui admettent des versions continues. Trajectoire continue, version. Je vais les lancer. Je vais m'arrêter ici. Voilà. M2. Kolmogorov-Sintsov. Soit X. C'était un processus qui vérifie l'espérance de xt moins xs une certaine puissance, disons à la puissance p, bon, il existe p positif, est plus petit que c t moins s à la puissance d à la puissance 1 plus epsilon. Voilà. Alors, x admet une version continue. En fait, c'est ça le théorème de Kolmogorov-Sintsov. Il vous dit si dans votre processus coordonné par hasard, vérifiez espérance de xt moins xs à la puissance p plus petit que c t moins s à la puissance 1 plus epsilon, le processus canonique que vous avez construit par Kolmogorov, s'il vérifie ça, alors elle admet une version continue. C'est-à-dire qu'on peut trouver un processus qui est indistinguable de celui-là et qui est continu. Alors, donc, le cas, par exemple, du mouvement brownien, ça permet de ce qui permet, d'accord, ce qui permet de construire le mouvement brownien. Ce n'est pas le pré-mouvement brownien, mais le mouvement brownien. Pourquoi? Parce que votre soit BT, le processus canonique, donc on va vérifier que espérance de xt, moins xs à la puissance, disons à la puissance 4, par exemple, alors est égal à quoi ici? Ici, ça dépend que deux dimensions. Donc, je vais utiliser les deux dimensions d'un mouvement brownien. Donc, ça, c'est une constante C multipliée par T moins S au carré. On a ça. Et parce qu'on connaît la distribution finidimensionnelle. XT, XS, c'est une gaussienne. D'accord? Donc, en fait, espérance de XT moins XS à la puissance 4, c'est la même chose que espérance de XT moins S. Donc, ça, c'est accroissement indépendant. Ça fait XT moins S à la puissance 4. D'accord? Et donc, c'est une loi normale à la puissance 4. C'est très simple. Vous laissez T moins S multiplié par la loi de l'espérance. D'accord? Donc, ça fait T moins S au carré fois l'espérance des lois normales N01 à la puissance 4. Voilà. C'est une constante C. Donc, vous voyez que là, voilà, on a trouvé 2. Et donc, avec 2, c'est 1 plus epsilon. Donc, ça veut dire que le processus X admet, X ici, le processus X admet une version, voilà, une version continue, BT, qui s'appelle le mouvement brownien. Il est unique, la version. Voilà, il est unique. Voilà, donc en fait, c'est ça le but de la manip. Donc, on était parti de distribution finidimensionnelle avec une gaussienne. On s'est trouvé avec une loi sur l'espace de Kolmogorov qui est E à la puissance F+. On a un processus, mais on était incapable de voir est-ce que les trajectoires sont régulières. Or, un deuxième théorème, donc on a seulement construit de cette manière-là, on a construit ce qu'on appelle un pré-mouvement brownien, c'est-à-dire un mouvement brownien, mais qui n'est pas nécessairement continu. Mais avec ce deuxième théorème de Kolmogorov, si vous avez des moments
P sont plus petits que T moins S à la puissance 1 plus epsilon, ici vous avez 2, alors en fait, il y a une inversion continue. Et c'est celui-là que j'appelle le mouvement brownien. Donc, je pense que je fais le tour de la question et je pourrai discuter sur le reste, Madame Arij. D'accord, merci professeur Youssef Okhnin pour cet exposé purement mathématique et riche. Je vous félicite aussi pour votre acharnement à écrire des formules mathématiques sur une tablette numérique avec une telle spontanéité. Ceci montre une grande maîtrise et une remarquable compétence. Bravo. Alors, je remercie les discussions mathématiques franco-marocaines. Alors, on passe à la session des questions. Il y avait là une question Oui. du professeur El-Madeni Youssef. Alors, Oui. il dit, professeur El-Madeni, est-ce que vous voulez poser la question? Il peut poser la question. Oui. C'est le Madani, je vous m'aide. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أستاذ تفضل. بالنسبة la suite TN que vous avez pris au départ, QN, c'est pour j'aimerais les chaînes bien Markov. non, de départ, si P de TN, T0, T1 jusqu'à TN. Oui, c'était l'indexation, oui, l'indexation, oui. Voilà. Donc, Oui. cette indexation doit être, je pense, doit être croissante strictement, c'est ça? On n'a pas besoin qu'il soit ça. Non, c'est des ensembles finis. Non, on va pas vraiment. Si, parce que tu as quand même. Oui, croissante parce que tu fais des PTI moins. Dans le noyau, c'est ça, oui. Oui, tu as raison. Voilà. Il faut qu'il soit. Oui, parce que dans les noyaux, tu dois avoir PTI moins TI moins 1, ce qui fait ce que doit être positif. Croissante, oui. Vous avez raison. Dans la construction, il faut qu'il soit croissante. Vous avez raison. Voilà. Parce que j'écris spontanément. Dans la formule que j'ai écrite, c'était l'intégrale, etc. Vous avez des PTI moins TI moins TI moins 1. Donc, il faut que cette relation positive. Vous avez raison. Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là que j'ai. Vous avez raison, M. Madani. Vous avez raison. Ok. Vous avez raison. Merci. Donc, j'ai deux autres questions. Donc, Oui. au départ, je vous remercie pour la clarté de l'exposé. Bon. Il est bien clair. Bon, la première question, c'est à ce niveau-là de mouvement brownien. Oui. Je pense que le théorème de Kolmogorov, le dernier théorème de trajectoire, on peut retrouver autre régularité que la continuité. Oui, en fait, on peut trouver qu'il est de rien d'ordre 1,5, plus petit strictement que 1,5. Oui. Oui, bien sûr. Oui, il y a inférieur à 1,5. 1,5, oui. La régularité est strictement inférieure à 1,5. Oui, parce qu'en fait, il est lié, dans le slide qui est devant vous, il est lié à la puissance, parce que je peux mettre ici une puissance P, d'accord? Okay. Et ici, si vous mettez 2P, vous avez P ici. Ah, okay. Parce que, d'accord, si vous mettez 2P, vous avez P ici, et vous avez donc il est rien d'ordre strictement plus petit que P divisé par 2P. Ah, donc c'est 1,5 toujours. Oui, c'est le rapport. Oui, le rapport. Si vous avez ici bêta, donc on peut pousser P assez grand. Donc vous avez, pour le mouvement brownien, si vous avez ici bêta et vous avez ici alpha, en fait, d'accord, c'est le rapport. Mais pour le mouvement brownien, on peut pousser P assez long. Et pour avoir que pour tout P, on a cette chose-là. Donc on fait, il est holderien, d'accord, le holderien, d'ordre plus petit que 1,5, strict. Merci. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Sinon, on peut faire les choses dans l'espace de Bézoff, etc. On peut atteindre 1,5, mais c'est dans la théorie d'ordre plus petit que 1,5. Voilà. Et le holderien d'ordre plus petit que 1,5. Voilà. Merci beaucoup, M. Madani. Oui. La deuxième chose que je veux savoir, hors de l'exposé, c'est une liaison entre la théorie de forme de Dirichlet avec ce que vous avez fait ici, avec les processus de Markov. Oui. J'ai fait une petite lecture sur le travail de Fukushima. Oui, Fukushima, c'est des spécialistes. Fukushima, Rockner, Ma, etc. Oui, c'est des spécialistes de cette. Exactement. Oui. C'est un peu la théorie du potentiel. C'est presque la théorie du potentiel, en fait. Exactement, c'est la théorie du potentiel. Alors, je veux savoir, est-ce que, bon, Fukushima, il a dit que, étant donné qu'une forme de Dirichlet régulière, bon, avec une symétrie, on peut construire un processus de Hens. Oui. Voilà.
voilà, qui a une liaison avec les formes de Dirichlet de type A. Moi, je Oui. veux savoir, bon, la preuve vraiment, il est basée À la sur preuve, le théorème de la Kolmogorov, oui, 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 il oui, est oui, basé oui. sur le théorème de Kolmogorov et quelques preuves que j'ai arrêtées. Mais Oui, moi, le processus de Hens, sa trajectoire, il est continu à droite ou bien à gauche. oui, 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 d'accord. Donc, si le Hunt, il processus vient va après les Feller. évoluer, D'accord, Ustad. oui, Hunt, le processus de Hunt vient après le processus de Feller. de fil là, exact. Oui, oui. Déjà, Feller, c'est Cadlag. D'accord. Oui, oui, oui. D'accord, oui, ça veut dire Bon, il faut que le semi-groupe PT soit un processus de Feller. Donc, il faut continuer en 0, P0 égale 1, etc., etc. Donc, c'est toute théorie de la résonance. exactement. Alors, Moi, j'ai pas la beaucoup travaillé question, sur les. Oui, ah, voilà, la question que je veux savoir au niveau théorique, au niveau de la théorie générale, bon, lorsque je donne une forme de Dirichlet explicite, est-ce oui. qu'il y a derrière une méthode générale pour avoir plus que la continuité à droite de ce processus de Hans? Ah, Est-ce que ça, vous je ne sais avez pas. déjà vu? Ah, franchement, je ne suis pas spécialiste des formes de Dirichlet. Donc, je lis que, comme tout le monde, je lis quelque chose sur les formes de Dirichlet. Comme tu dis, c'est Fukushima le maître de ces choses-là avec Ma, Rockner et toute l'école chinoise avec Ma. Oui, Mais vraiment, je sais pas. Moi, je me suis arrêté à. Je lis un peu dans les livres de Meyer, quoi. La théorie des je vois. potentiels de Mhm. Lachey Meyer. Mais je me suis arrêté au processus de Feller, parce que c'est là vraiment où on utilise les probas, la régularité 4 vagues, etc., etc. Donc, bon, Mhm. je n'en ai pas parlé ici, hein. Je parlais juste du mouvement brownien. Mais Oui, justement, votre question, c'est juste la suite de mon cours, en quelque sorte. Parce que les gens-là, ils peuvent me dire, voilà, vous avez construit votre processus, qui sont les conditions suffisantes pour que l'application T associée XT soit continue à droite ou bien continue, etc. Et c'est là il y a la classification des choses. C'est là où les choses démarrent. Là, parce qu'on a fait pour le mouvement brownien, parce qu'on a utilisé le processus gaussien. Vous voyez, ici, dans les exactement. estimations. Mais si j'ai passé d'une façon générale, quand j'ai un processus de Markov construit à la Markov pour sa processus canonique, Mhm. qui sont les procédés qui permettent de dire qu'il a une trajectoire qui est régulière, qui continue à droite, qui continue à gauche, etc., etc. Et là, justement, ça vient ce que vous dites, ça vient les processus de Feller et puis les processus de Hunt, pour les gens qui travaillent dans le terrain Mhm. des potentiels. C'est la suite de ce cours, mais Voilà. voilà. Voilà, Barakallahu Vraiment, fik. j'ai trouvé un article de Fukushima en 2002, je Fukushima. pense. Je Oui, pense, et oui, lui, il a donné dans son article un exemple de l'espace de Sobolev, de degré 1 dans la droite. Et à travers cet espace, donc c'est un espace de Dirichlet, et la forme oui. est une forme de Dirichlet. Bon, il a fait la liaison avec le mouvement brownien C'est dans le possible, c'est cas de possible. R. C'est Bon, possible, c'est possible. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. moi, Barakallahu. je veux savoir, est-ce qu'il y a une méthode générale pour le cadre, juste pour le cadre du forme de clé donné de la même façon que l'espace de Sobolev. Ça veut dire, on D'accord, prend d'accord. la somme des intégrales, des dérivés. Donc, Oui, c'est oui, oui, l'intégrale oui, du oui, oui, Dirichlet. j'ai vu ça. Hmm. Oui, d'accord. Il y a le livre de Boulot Hirsch aussi qui fait des choses comme ça. Euh, Boulot et Hirsch. Bolo, ça Boulot. s'écrit comment? Nicolas Boulot et Hirsch, oui. Et il a fait un livre là-dessus aussi, hein. Ah, On ok. le dirait qu'il est. Oui. Boulot et Hirsch. D'accord. Boulleai. Il est à l'école des ponts et chaussées. C'est un chercheur à l'école des ponts et chaussées. Hmm, ok. Ok. Donc, Boulot et c'est un Hirsch. livre ancien. Chouïa, oui. Ouais, il y a quand même. Ouais, il y a 25 années. Oui, Merci. c'est un livre ancien. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Barakallahu fik. Shukran bzaf. Merci beaucoup. Ustada. Merci. Merci, professeur El-Medani. Alors, professeur Oukni, vous avez décrit les constructions de processus de Markov associés à une mesure initiale et à une famille de noyaux de transition, satisfaisant la relation de Chapman Kolmogorov. Oui. Chapman-Kolmogorov et Oui. alors dans un espace polonais. Pourquoi cet espace polonais, par exemple? L'espace polonais, en fait, c'est parce que c'est les constructions, hein, c'est pour trouver, justement, l'espace polonais, c'est déjà pour trouver les noyaux de transition. Au début, je vous ai dit PXA, vous voulez qu'il soit mesurable par rapport à X, et vous voulez qu'il soit une probabilité en A. C'est trop tout ça. Donc, il faut que l'espace soit un peu, d'accord. Déjà dans les noyaux de transition, au début,
La loi de transition, c'était le premier slide. Pxa, vous voulez qu'il soit une probabilité par rapport à la deuxième variable. Vous voyez qu'il soit, d'accord. C'est les espaces polonais. Et on montre que s'il n'est pas polonais, on peut montrer que, c'est le terme de Géry là, on peut montrer que ce noyau peut ne pas exister. C'est la règle. Parce qu'en fait, l'espace polonais, c'est quoi? C'est d'abord la séparabilité. Donc, il y a une partie des nombres en dense. On fabrique une certaine métrique qui est somme 2 puissance moins n multiplié par, etc. En fait, on peut les identifier comme 0,1 à la puissance, c'est 0,1 à la puissance grand N, en quelque sorte, comme ça. L'espace polonais, c'est ça. C'est l'intervalle 0,1 à la puissance grand N. On peut les identifier comme ça. Il y a beaucoup de constructions dedans. Hein. C'est pas. D'accord. S'il n'est pas polonais, mais quand il est à valeur dans R, vous savez, nous, on travaille dans R, à valeur dans RN, etc. Et R cache tout. Le R, quand il est à valeur réelle, c'est caché, le R, il est séparable, complet, banal, tout ce que vous voulez, d'accord. Il est vraiment, il a toutes les propriétés. Donc, on ne sait pas qui fait marcher quoi. Ouais. D'accord. Ouais. Ouais. Mais quand on veut vraiment tirer voir sur l'espace E, mesurable EE, ben, il faut une petite propriété qui est espace polonais, d'accord. C'est la théorie des processus qui donne ça, c'est la théorie de la mesure intégration. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est plutôt la théorie de la mesure intégration. Barakallahu fik. Merci beaucoup. Je ne sais pas, pour dire, c'est pas une hypothèse gratuite. Voilà, Oui. il y a des contre-exemples, quand il n'est pas polonais, il peut ne pas trouver des lois de transition. Et les lois de transition sont la base des processus de Markov. Ouais, exactement. J'ai une petite question, mais qui est plus générale. Alors, le processus de Markov est un processus stochastique possédant la propriété de Markov, qui est par exemple l'information utile pour la prédiction du futur est entièrement dans l'état présent du processus. Exactement. Et il y a aussi une autre propriété qui est très forte liée à la notion du temps d'arrêt. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette notion d'arrêt et est-ce qu'il y a d'autres processus qui ont cette propriété? Là, vous avez touché à la théorie des processus, des temps d'arrêt. D'accord, ils ont en fait, c'est quoi les temps d'arrêt? C'est une généralisation des temps aléatoires. C'est une classification. Donc, au lieu de dire x à 10t, on fait x à 10 grand t avec t qui contient oméga aussi. Hein. Mais ça, c'est vraiment, ça va très très loin, ce qu'on appelle le processus de Markov fort. Alors, attendez, je vais dire un petit mot là-dessus. Non, c'est pas. D'accord. Il y a une filtration et c'est assez compliqué quand même. D'accord, c'est pas. Alors, donc je vais mettre comme ça. Alors T, temps d'arrêt par rapport à une filtration FT, ça veut dire que T inférieur ou égal à petit t appartient à FT. C'est ça. Donc il est mesurable par rapport à FT. Et on va dire que X. Alors, en fait, on a ça. Processus de Markov, on a espérance de F X indice grand T plus petit t par rapport à F grand T égale T de F X grand T. D'abord, si vous avez X grand T, attention. X grand T, d'abord, c'est un processus où l'aléatoire est FT. C'est une variable aléatoire, d'accord. Donc, en fait, ça veut dire que regardez, X grand T de oméga, c'est X de oméga indice T de oméga. C'est une application composée. Ça veut dire que tout ce que je faisais avant, les processus de Markov, c'est ce qu'on appelle les processus de Markov forts. Processus de Markov fort. Là, voilà. Fort, ça veut dire qu'il est valable même pour les temps comme ça, les temps d'arrêt comme ça. Voilà. En fait, c'est une deuxième, d'accord. C'est une deuxième propriété. Par exemple, mon brownien est un processus de Markov fort. Et ça, c'est très utile aussi. Hein. Moi, j'ai fait juste indexé par petit t. C'est pas indexé par l'aléatoire. Ouais. Et la notion de temps d'arrêt, c'est quelque chose de gigantesque. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le. D'accord, c'est la théorie des processus. Et l'autre fois, Inch'Allah, dire la théorie des processus. Voilà. Oui, bien sûr, c'est assez tendu. Hein, d'accord. Je ne peux pas l'expliquer à un grand public. Voilà. Une dernière question. Pourquoi vous cherchez à voir la régularité des trajectoires? Le théorème cette question. Oui, non, voilà, justement. Parce que, mais ça aussi, c'est la théorie des processus. Parce qu'en fait, ça, c'est vraiment. Vous posez des questions qu'il faut encore 2 heures pour faire ça.
Oui, ouais, bien sûr. Attention, il me faut beaucoup de temps pour vous répondre, Madame Ali. On l'a Parce dit que, dans les discussions, professeur. oui, oui, dans les discussions. Mais vous savez, pourquoi? Parce que regardez, vous avez on va prendre deux processus. X, X égale Y. Deux processus. Oui, XT, ou XT égale YT plus seulement. À laquelle oméga le dakhla. ouais, Parce qu'un processus, c'est quoi? Un processus, c'est une application à valeur dans l'espace des variables aléatoires. Et à oméga, je vais associer la trajectoire, je vais associer toute la fonction. C'est le processus. Donc, il y a un cas, ça veut dire l'ensemble, il a de la xt égale yt. Ce n'est pas suffisant pour dire que la fonction, si vous voulez, deux fonctions qui sont égales, en chaque point, d'accord? P plus Q sur moins, est-ce qu'elles sont égales partout? Non. Parce que le P plus Q sur moins DNA, il y a un négligeable qui s'appelle nt. Et quand je fais la réunion des négligeables, pour dire quelque chose, par exemple, la d sur dt de xt, واش تساوي d sur dt de yt. Et là, elle est écrite à t fixé. Donc, je peux pas, pour faire la dérivée, je fais intervenir un paquet de t. La dérivée, c'est quoi? C'est xt plus h moins xt divisé par h. Donc, il y a tout un voisinage de t. Et pour faire un voisinage de t, il faut éviter le complémentaire d'une certaine réunion. D'abord, il n'est pas nécessairement mesurable parce que il est indexé par t. Le négligeable nt, la réunion de négligeable n'est pas nécessairement négligeable parce que ce n'est pas une réunion dénombrable, c'est une réunion qui est indexée par t. Par contre, il a dit la régularité, elle induit l'espace séparable, elle induit Q, de la réunion sur Q. Et c'est une réunion dénombrable de négligeable. C'est une réunion sur T positif. Donc, il n'est pas nécessairement mesurable. C'est la théorie de la mesure. Donc, quand on a la régularité, ça permet, si vous voulez, au lieu de comparer deux fonctions, je vais les comparer, un exemple. Au lieu de dire deux fonctions, je vais les comparer sur deux fonctions FQ est égal à GQ. Quel que soit Q appartenant à Q. S'ils sont continus, j'ai F de X égale à Y de X. Égale J de X. S'ils sont continus. C'est la densité de Q dans R et la continuité. Mais c'est ça pour les processus. C'est pour faire le test que sur les rationnels. Le test de xt de oméga égale yt de oméga. Il faut faire le test seulement sur les rationnels. Parce que ça, vous êtes entré dans la théorie générale des processus. D'accord? C'est vraiment quelque chose de. C'est 30 oméga maté. Il faut faire attention à ce qu'on écrit. Voilà, tout simplement. Ouais. Et toutes vos questions elles sont dans la théorie générale des processus. C'est un autre volet. Voilà. Merci, professeur. Oui. Professeur Falahi, je sais pas. Professeur Falahi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, madame. Oui, est-ce qu'il y a des questions sur le test? Non, donc d'abord, je tiens à remercier le professeur Souknine pour sa présentation, l'intérêt que là, certainement qui va susciter auprès de nos étudiants. Là, je n'ai pas noté de questions, mais j'aimerais bien interpeller le professeur Souknine sur une question, donc de faire passer un petit peu un message à nos étudiants sur la nécessité d'avoir une culture générale en mathématiques, parce que là, nous avons vu un certain nombre d'outils, parce que souvent, c'est une question que nos étudiants au niveau master pose, mais pourquoi ce cours il est loin de ce que surtout pour un master de mathématiques appliquées à la finance, ben, ils croient qu'ils vont trouver directement les applications en finance. J'aimerais bien donc, professeur Ouknine, il dit un petit peu à nos étudiants l'intérêt de cette culture mathématique générale. Merci. Oui, parce que justement, justement, les gens qui font la finance, elle était issue de quoi? La finance, c'est l'origine de Ito. La finance se divise, surtout maintenant les quants, ou je ne sais pas, vous faites la théorie des options américaines, options asiatiques, etc., ou européennes. Tout ça, c'est basé sur des mathématiques. D'accord? Et ces mathématiques-là, c'est des mathématiques vers 1952, 1954, c'était Ito. Sur l'intégrale de Ito, la formule de Ito. Ben, si on disait, par exemple, à Ito, après, Gelkstrup, c'est un mathématicien américain, Ito était un économiste sans le savoir. C'est maintenant qu'on applique. D'accord? C'est maintenant qu'on applique ces mathématiques. Ça veut dire qu'il faut avoir une culture. Regardez, vous dites aux gens, à l'époque, par exemple, vous dites aux gens, la cryptographie, l'algèbre, etc. L'algèbre, les nombres premiers, etc. Mais maintenant, avec les cartes bancaires, les cartes guichets, tout ça, c'est l'algèbre. C'est la cryptographie. Ça veut dire qu'il faut avoir, il faut avoir une culture mathématique, c'est pour. D'accord.
la culture mathématique, en fait, c'est surtout maintenant, les gens qui font la finance, je leur dis de faire la culture en mesure d'intégration. Ça, c'est vraiment c'est le cours fondamental. D'accord, c'est mesure et intégration. Surtout la théorie de la mesure, c'est vraiment quelque chose de fondamental. D'accord. La mesure, vous avez, j'espère qu'ils étaient présents dans notre cours, où ils ont vu les mesures produits, les complétions des mesures, les tributs produits, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui, vraiment, moi, je trouve ce truc de Kolmogorov, il est vraiment très, très bien parce qu'il a fait appel à beaucoup de choses. D'accord. À Kolmogorov, je dis, on voulait construire un processus dont la loi est donnée à l'avance. C'est pas évident. Regardez, il a donné le processus. Le processus que x de oméga égale oméga de t. C'est le processus canonique. D'accord. La tribu, c'est la tribu le produit etc. D'accord. Donc E à la puissance R plus avec sa tribu CL. D'accord. Alors il faut chercher une loi Q. Ou l'équivalent pour les étudiants à la mesure ou le théorème de Kara-Théodori. C'est un peu l'équivalent. C'est un peu le théorème de Kara-Théodori sur la construction de la mesure produit. Il dit, oméga, etc. Les variables indépendantes, etc. Vous dites, l'infini, c'est Kara-Théodori. Pour mesure intégration. Sauf voilà, je vous dis ici, en fait, pourquoi vous voulez la régularité? Effectivement, parce que la régularité des processus, toute la théorie des processus, l'équation différentielle stochastique, mouvement brownien, théorie des Martin, la théorie des potentiels, ils sont basés sur la régularité de ce processus. Il y a le collègue, le maître d'élite, qui nous a parlé des processus de Hunt ou de Feller, etc. C'est juste, c'est ça en fait le cœur de la chose. Parce que quand le oméga et le t sont mélangés, il ne faut pas que c'est des choses faciles. Hein. Il faut un peu de régularité. La régularité permet de séparer oméga et t, de travailler un peu le t en fait à la Q+, le rationnel. On aimerait bien travailler parce que la théorie de la mesure, il est basée sur le dénombrable. Et la stabilité de la réunion dénombrable de mesurables et mesurable. D'accord. L'intersection des dénombrables de mesurables, c'est pas la topologie. Topologie, réunion quelconque d'ouvert est un ouvert. D'accord. Donc, ce que j'aurais bien aimé au stade, c'est que les étudiants savent où ils mettent les pieds. D'accord. Un exemple pour les étudiants, j'espère qu'ils sont avec nous. Une fois, j'étais dans un séminaire dans un pays, je leur ai dit, est-ce que l'application de R vers, vous voyez mon exposé, est-ce que l'application de R vers R qui est ici, XX, est continue? D'accord. Regardez, monsieur, oui, il est continu, c'est un polynôme. C'était je crois que c'était au Bénin. Oui, monsieur, c'est un polynôme. Et les polynômes sont continus. Si je vais vous montrer qu'il est discontinu, cette application. D'abord, le HCNA, il n'a pas de sens pour les étudiants. D'accord. Il n'a pas de sens. Hein. Vous devez arrêter tout de suite. Parce que la continuité est une notion topologique. Donc, il faut d'abord mettre une topologie ici et une topologie ici. Ah, tu as la continuité. L'image réciproque d'un ouvert est un ouvert. D'accord. Alors, je vais vous montrer combien d'applications est discontinue. Je vais le montrer tout de suite. D'accord. L'application est discontinue. Regardez. C'est bien pour les étudiants. À chaque fois, je sors la topologie. Il y a la topologie de vide et R. Ah, c'est baraka. Voilà la topologie de la valeur absolue. Topologie borélienne. Ça fait mal. Je prends l'intervalle 0,1. Est-ce qu'il appartient à la tribu borélienne? C'est l'ouvert. X moins Z, l'image réciproque de 0,1. Je peux le voir. C'est l'application identité, ou 0,1. Oh, ok, je fais tribu. Ah, il est pas dans la tribu. Donc, il discontinue cette application. Les massifs de nouveau, mais c'est un ouvert. Donc, en fait, je dis ça pourquoi? Parce que je voudrais que les étudiants me disent tout simplement c'est une notion topologique. Ils disent de R vers R, ils disent ah, بس, monsieur, c'est quoi R vers R? مازالك قلتي والو. يقول لي دخلت تكون داكور. شتون تقلقوا؟ قلت له غادي ندير لكم هذه الابليكاسيون هذه. هكا مصور لو غراف ديالها هو هذا. اسكو ستيل هذه الابليكاسيون اف. اسكو l'application continue. قال لي non monsieur. Je vais vous montrer combien il est continu cette application. Je vais vous montrer qu'il est continu. Alors, je vais prendre quoi? Je vais prendre R. Inverser les choses. On va dire R. On dit fait l'attribut de la valeur absolue. On a dit R. On dit fait V de R. Les topologies de R.
هذه l'application que vous voyez là, il est continu. علاش؟ l'image received de l'ouvert. شنو les ouvert اللي في l'arrivée un vide ولا R. l'image received du vide par n'importe quelle application هو le vide. Ou la télé contient toujours le vide de départ. L'image received de R par n'importe quelle application, il y a R. Qu'est-ce que c'est? Donc toute application de R vers R continue. أنا المهم عشان قلت لكم انتم اساتذه باسكو لي étudiants d'accord et comme يبغوا يعرفوا c'est une notion topologique. La même chose quand on arrive à variable aléatoire, d'accord. Quand on arrive à variable aléatoire, voilà, variable aléatoire de E vers F. Ça, on le rencontre aussi avec beaucoup d'examinateurs de E vers F, variable aléatoire. Je viens variable aléatoire. Ou là, c'est une application. Non, mais variable aléatoire, ce qui est intribué là, ou ce qui est intribué là, il a majorité à la SCA, il a la variable aléatoire. D'accord. C'est le parallélisme de continuité, c'est la mesurabilité maintenant. Je passe à la mesurabilité. X variable aléatoire, ça veut dire que X moins 1 d'un F ici, d'accord, il appartient à E. Donc l'image réciproque d'un mesurable est immesurable. Donc l'image réciproque, donc variable aléatoire, ça veut dire il a ma gagné, je vais aller en espace mesurable vers l'espace mesurable, ben, il faut s'arrêter, on arrête la discussion. Donc ça dépend. ديال التريبي احتمال تقدر تكون فاريبل الاطوار دو اف فيغ اف تحت انتريبي هنا ولا تريبي هنا ولا بدل التريبي الى اخره تقدر تكون فاريبل الاطوار اللي تتلاقى غير باش نقول لهم بانه il faut avoir des énoncés complets. D'accord. C'est pour avoir, quand il parle de continuité, c'est la topologie. Et par de mesurabilité, c'est la tribu. D'accord. Donc il faut vraiment que les choses soient mises sur les rails. D'accord. Donc on ne peut pas. Maintenant, on ne peut pas faire d'affinance sans parler de mesurabilité, d'accord. Tu voulais acheter XL variable aléatoire. Non, mais quand même, c'est l'information. Ou tout ça, à quoi sert variable aléatoire? Parce que tu as ton espace ici, E, tu as P, d'accord. Tu as ton espace F ici, et tu veux créer, voilà, le problème c'est quoi? Le premier, c'est de créer une mesure ici. Voilà le deuxième. Donc, on crée une mesure avec quoi? Avec une variable aléatoire X et avec P. Donc, on va définir P, indice X de l'élément F, c'est P de X moins 1 de F. Vous voyez la notion de variable aléatoire quoi ici? Ça veut dire qu'il a un F qui est mesurable ici, hein, F qui est là, d'accord? X moins 1 de F, comme X est une variable aléatoire, X moins 1 de F qui est E, et donc P s'applique aux éléments de E. Donc, P de X moins 1 de F. Ben, de cette manière-là, je construis, d'accord? Je construis une mesure, ce qu'on appelle une mesure image. Donc, je construis ici P indice X. Vous voyez? Donc, c'est pas fortuit, en fait. C'est pas fortuit, hein? D'accord? Vous avez X moins 1 de F. Ben, X moins 1 de F appartient à l'attribut E, c'est parce que, voilà, X moins 1 de F appartient à l'attribut E, c'est parce que X est une variable aléatoire. L'image réciproque d'un mesurable est immesurable. Et une fois qu'il est dans E, je peux lui appliquer P. Donc voilà, P de X moins 1 de F. Et de cette manière-là, je vais construire une mesure sur l'espace d'arrivée. Alors que F, on a appliqué P, donc je définis ce qu'on appelle un transfert de structure. Donc j'ai un transfert de structure, ça veut dire que j'ai Px, d'accord? Px de F, c'est P de X moins 1 de F. Donc ça, c'est Px définit une tribu, définit une proba sur l'espace d'arrivée, sur F. D'accord? Voilà. Donc en fait, ces notions de à quoi ça sert, ou la variable aléatoire, tout ça, il est vraiment bien encastré, bien fait, bien. Oui, voilà. Professeur Coquely, Oui. nous vous inviterons ici à la faculté des sciences pour animer un mini-cours à nos étudiants. Avec plaisir. Je le fais avec beaucoup de pays. D'accord. Non, avec plaisir, madame, et je vous remercie pour votre invitation. C'est-à-dire que vous allez couvrir la vraie bizarre. Non, vraiment, c'est nous sommes dans une discussion. Vous avez bien animé les discussions. Nous vous remercions beaucoup. C'est un plaisir d'être votre invité. Moi, je dis c'est vraiment très, très bien, madame Harry. Ça me fait plaisir d'assister de participer aux discussions mathématiques que vous faites avec l'université. Merci. Et merci bien pour tous les participants d'avoir suivi cette discussion. Merci beaucoup. La prochaine fois, Inch'Allah. Oui. Professeur. Alors, de ma part, professeur Farahi, on doit clôturer. Alors, c'était vraiment un plaisir de vous recevoir aux discussions mathématiques franco-marocaines. Alors, je remercie tous les professeurs, je remercie tous les participants aux discussions mathématiques franco-marocaines.
Je remercie aussi tous les conférenciers, Benoît Rito, Hassim Saak, Olivier Lafi, Frédéric Bourdeau, Damir Kizaboulatov, Sami Barkat, Faisal Ben Khaldoun, Aïd Mohamed, Mrad Mohamed, Zindi Khalil, Zain Abidine et professeur Ouknine Youssef. À tous ces conférenciers qui ont bien animé les discussions mathématiques marocaines. Je remercie aussi les membres de notre laboratoire, l'Arc de ZAN, notamment le professeur Farafi qui est toujours présent avec nous, qui suit bien sûr les diffusions via les réseaux sociaux et via la chaîne. Je remercie aussi tous les professeurs qui sont chaque semaine avec nous. Cette conférence, c'était la dernière dans cette session. Alors, je vous donnerai rendez-vous à la session d'automne et on va reprendre les discussions mathématiques marocaines en collaboration avec l'Université Sorbonne Paris-Nord. Et bien sûr, je remercie en son absence le professeur Benoît Rito qui a suivi avec moi et qui a coordonné avec moi ces discussions mathématiques marocaines. Alors, je réitère ces excuses de ne pas pouvoir assister à cette dernière conférence puisqu'il a des engagements professionnels, mais nous avons toute la réussite dans son travail. Alors, je vous remercie tous à la session d'automne. Au revoir à tous. Au revoir. Barakallah fik. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir tout le monde.